Nous allons donc enchaîner, je le disais, avec les chiffres du marché. Je suis désolée, je vais redemander des verres, mesdemoiselles, si vous pouvez nous apporter 6 verres. Donc les chiffres du marché français, en compagnie de Mathieu Daubin. Mathieu, tu es président, alors je ne sais plus si on dit l'ACOMAT ou le COMAT, j'ai vu qu'on fait des efforts pour pas dire l'ACOMAT. Alors le COMAT, le comité Marine Aviation Transport de France Assureurs, et tu es aussi président du GAREX. Et ensuite Michel, qu'on a déjà vu ce matin, mais Michel, tu es vice-président du COMAT et tu nous parleras de l'aviation évidemment. Je vous cède la scène. Merci beaucoup et très heureux de vous retrouver à nouveau pour cet exercice annuel de restitution des chiffres du marché de France Assureurs. Alors, comme d'habitude, je parlerai d'abord de l'ensemble, marine et aviation, ensuite dans le détail marine, et je laisserai bien entendu la place à Michel pour l'aviation. Alors, suivez-moi bien, je vais aller très vite sur la première slide. Le marché de l'assurance marine, aviation, transport, tel qu'on le reporte en France, est de 2,4 milliards d'euros, pardon, à force de parler en dollars, d'euros. Comme vous le voyez, c'est un marché qui est légèrement en croissance. Et cette croissance, vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller dans le détail pour le marine. Je pense que Michel, tu feras la même chose pour l'aviation. Cette croissance, elle est essentiellement due à des affaires étrangères, mais elle est également due à la consolidation de certains opérateurs en France, de leur chiffre d'affaires souscrits dans leurs succursales étrangères. Quand on regarde la location, aujourd'hui, la première ligne dans nos marchés, c'est, à notre grande surprise, l'assurance corps et machines, suivi des marchandises transportées et suivi ensuite par l'aviation et le spatial. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais dans le détail pour le marine, pourquoi l'assurance corps et machines est la première ligne. Alors l'assurance maritime, alors là aussi, essayez de me suivre dans le détail. Malheureusement, je vois que cette diapositive est très loin de moi, mais je vais quand même essayer de la lire en même temps que vous. Donc je vous ai parlé que pour l'assurance marine, aviation, transport, vous l'avez bien compris, c'est 2,4 milliards d'euros. L'assurance maritime, c'est 1,8 milliard. Or, vous voyez ici, on parle de 1,5 milliard. La différence, c'est que les 1,5 milliard, ce sont les affaires souscrites en France, affaires directes et affaires en réassurance acceptée. Donc le vrai chiffre d'affaires qui est souscrit en France par les succursales et les entités en France, c'est ce chiffre-là. C'est un chiffre qui est en croissance. Encore une fois, un petit peu à notre surprise, parce qu'on voit que le marché est soft maintenant. Il y a des baisses tarifaires assez importantes. Et du coup, on a voulu illustrer ce 1,5 milliard dans le tableau de gauche que vous voyez. Vous voyez à la fois les affaires directes France, à gauche, et à droite, les affaires en acceptation. Et dans les affaires directes et les affaires en acceptation, je pense que le plus intéressant, ce sont les affaires directes. Donc par affaires directes, on parle de souscriptions françaises, d'affaires plutôt en France auprès de courtiers, agents en France. Et vous le voyez dans les ensembles, corps et marchandises transportées. On voit que finalement le corps des affaires françaises est quand même en progression. Et cette croissance, elle est essentiellement liée à la plaisance. Certains acteurs ont fait plus de plaisance cette année. Et quant aux marchandises transportées, qui restaient pendant des années le segment principal de nos marchés, on voit une décroissance assez forte qui est liée d'une part, on l'explique par la baisse des volumes, mais d'autre part également liée au marché tarifaire qui a connu des renouvellements en baisse cette année. Donc la croissance qu'on voit, qui est un peu trompeuse, hein, quand on regarde le premier chiffre, on voit une croissance, on dit c'est fantastique, le marché français est un marché qui est attractif et qui est en pleine croissance et qui devrait continuer à croître. C'est faux, c'est un marché qui baisse et qui baisse principalement sur son segment marchandises transportées. Cette croissance est justifiée uniquement par la consolidation d'acteurs en France de leur chiffre d'affaires étranger.
Alors, les résultats. On n'a pas le détail des résultats pour le marché français, mais c'est intéressant parce que bon, les marchés français est à peu près à l'image des marchés étrangers. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, alors pour le revoir après sur cette slide, c'est la courbe verte et la courbe rouge. C'est-à-dire, ou plutôt la courbe verte et la courbe bleue. C'est-à-dire de voir l'évolution de la prime d'assurance par rapport à sa matière assurable. Que ce soit tant en corps qu'en faculté, on voit une certaine symétrie, on peut que s'en réjouir. Ça veut dire qu'en fait, quand le volume ou les valeurs ont augmenté, que ce soit en corps ou en marchandises, on a connu sur les marchés mondiaux des augmentations qui sont à peu près parallèles. Malheureusement, ces chiffres sont à fin 2024. On sera capable de vous présenter 2025 qu'au moment de Ayumi, au mois de septembre de cette année. Les résultats sont très bons également. Vous voyez la charge de sinistre ramenée aux primes pour ce qui concerne les facultés, les cargos, les marchandises transportées. Donc c'est en haut. Vous voyez qu'on est à peu près à un S sur P brut de 50% des sinistres rapportés aux primes brutes de courtage. Quant aux facultés, elles sont à peu près à 70%. Alors, si vous me permettez, quelques mots, puisque j'arrive à la fin de mon mandat de président du comité marchandises, aviation, transport. C'est le deuxième mandat, c'est le mandat de 3 ans. Et je voulais partager avec vous quelques réflexions de ces 6 années assez extraordinaires, 2020-2026, que j'ai voulu illustrer avec quelques photos. Car depuis 2020, l'assurance marine n'a pas connu une crise, elle a connu, comme vous le savez tous, une succession. Et surtout, je pense qu'elle a changé notre secteur. En 5 ans, nous avons vu le Covid paralyser les chaînes logistiques, nous avons vu l'Ever Given bloquer Suez, nous avons vu le X-Pair, le Felicity Ace, le Fremantle Highway rappeler la violence des incendies sur les cargaisons. Nous avons vu la guerre en mer Noire, nous avons vu la guerre en mer Rouge, nous avons vu émerger une flotte fantôme et nous avons vu à Baltimore un seul navire provoquer l'un des plus grands sinistres maritimes de l'histoire. Quelle conclusion en 6 ans? Le risque maritime n'est pas seulement un risque de transport, c'est devenu un risque systémique. En 2020, avec le Covid, nous avons compris une chose simple, quand la mer ralentit, le monde ralentit. Les ports sont engorgés, les conteneurs ont manqué, les équipages ont été bloqués, les valeurs sont accumulées dans les terminaux. Ce n'était pas seulement une crise sanitaire, c'était une crise de fluidité mondiale. Et pour nous, assureurs marines, une leçon. L'accumulation peut naître très vite, sans tempête, sans collision, sans explosion, simplement parce que le système s'arrête. En 2021, la photo que vous voyez complètement à gauche, l'Ever Given, a donné une image parfaite de cette fragilité. Un navire, une manœuvre, 6 jours de blocage et l'une des artères principales du commerce mondial arrêtée, figée. Suez nous a rappelé que les grands détroits ne sont pas seulement des routes maritimes, ce sont des points de concentration stratégiques, des goulets d'étranglement, des choke points, comme disent les Anglais. Quand Suez, Hormuz, Bab el-Mandeb, Malacca, Panama se tendent, ce sont les routes, les délais, les coûts, les garanties et les accumulations qui changent. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les grands incendies, et vous le voyez encore une fois illustré. J'ai parlé des X-Pair, des Felicity Ace, des Fremantle Highway. On a parlé pendant toutes ces années des batteries de lithium, des véhicules électriques, des marchandises mal déclarées, des valeurs de cargaison toujours plus élevées, des navires toujours plus grands, des sauvetages toujours plus complexes. Là encore, la leçon est simple. L'innovation crée de la valeur, mais elle crée aussi pour nous de nouvelles expositions et potentiellement de nouveaux sinistres. Nous ne pouvons plus souscrire sur un fondement d'une marchandise, une route, un client. On doit comprendre, et on l'a vu encore avec les ateliers précédents, le contenu réel, la qualité de la déclaration, la prévention, la chaîne logistique, le comportement opérationnel de nos assurés. Puis, 2022 a marqué une rupture. Avec l'Ukraine, la mer Noire est redevenue une zone de guerre. Des navires bloqués, des ports attaqués, des cargaisons de grains devenues un enjeu mondial, des sanctions à gérer, des couvertures de guerre sous pression. Et là encore, on en a parlé, comme Régis nous l'a rappelé plusieurs fois dans ses éditions. Il y a des questions difficiles à se poser.
Qui est exposé? Sous quelles clauses? Quelles exclusions? Cette guerre, ou ces guerres, nous ont rappelé que la mer n'est jamais neutre. Elle est commerciale, bien sûr, mais elle est aussi politique, elle est énergétique, elle est militaire. Et me vient en mémoire cette phrase de cet explorateur britannique, Sir Riley, qui nous rappelait que qui commande la mer commande le commerce. Qui commande le commerce commande le monde. Depuis 2023, la mer Rouge, Hormuz ont confirmé cette rupture. Là encore, vous aviez les images du Galaxy Leader, du Rubimar, du Sounion, des attaques de drones, des missiles, des déroutements massifs par le cap de Bonne-Espérance, dont des voyages plus longs, plus de carburant, plus d'émissions, plus de coûts, plus d'incertitudes. Et une réalité que nos clients, les assurés, vivent chaque jour. L'assurance peut accompagner le commerce, mais elle ne peut pas seule garantir la continuité d'une route si la sécurité physique n'existe pas. En parallèle, il y a la flotte fantôme, et là aussi on en a parlé l'année dernière. Des navires âgés, des pavillons changeants, des propriétaires opaques, l'AIS éteint, des assurances incertaines. Et ce n'est pas seulement un sujet de conformité, c'est un sujet de souscription, c'est un sujet environnemental. Et là encore, c'est un sujet systémique. Car si demain, un tanker sans assurance s'échoue dans la Manche, dans la mer Baltique, en Méditerranée, la question ne sera pas seulement « mais qui est responsable ?» La vraie question sera « qui paye ?» Qui paye? Et puis Baltimore. Le Delhi. Le Delhi n'a pas seulement heurté un pont, il a fermé un port, il a détruit une infrastructure critique, il a créé des pertes humaines, il a mobilisé les PNI, la réassurance, les autorités publiques, des chaînes logistiques et les marchés financiers. Baltimore nous rappelle qu'un sinistre marine peut désormais avoir la taille d'un événement catastrophique. Un sinistre marine, Baltimore, c'est 4 milliards de dollars. La prime mondiale maritime, c'est 40 milliards. 4 milliards, 40 milliards. Plus gros sinistre de l'histoire maritime. Alors, que retenir de tout ça? Que retenir de ces 6 ans, de ces 2 mandats? Que le marché peut redevenir soft, mais le risque, lui, il ne redevient pas soft, au contraire. Alors, la capacité revient, la concurrence augmente, les prix se détendent, et certainement, on le verra l'année prochaine quand on présentera les résultats. Mais, comme j'essaie de vous le rappeler, les risques, eux, ils augmentent. Soit la géopolitique, les sanctions, le cyber, le GPS spoofing, les accumulations dans les ports, le vieillissement de la flotte, la transition énergétique, le lithium, les flottes fantômes. Notre responsabilité est donc claire. Elle est de ne pas confondre la capacité disponible de la capacité intelligente, de ne pas confondre le prix du marché du prix du risque, de ne pas suivre un cycle les yeux fermés. Nous devons être plus précis, plus granulaires, plus disciplinés. Investissons dans le data, dans la conformité, dans le monitoring. Nos clients, nos assurés cherchent certes des lignes de capacité, mais pas que ça. Ils cherchent une lecture du risque. Ils cherchent des partenaires capables de tenir le cap quand la mer devient moins prévisible. Depuis 2020, et pour conclure, l'assurance marine a changé de dimension. Elle n'est pas seulement l'assurance du transport, elle est devenue l'assurance de la résilience du commerce mondial. Et là, je reprends les mots ce matin du directeur général des affaires maritimes, que vous avez tous écouté, Éric Banel, qui a parlé des fonctions régaliennes, de la fonction régalienne de l'assurance transport. Et c'est là que se trouve notre rôle. Rendre un monde maritime qui est certes plus instable, mais rendre ce monde maritime plus maîtrisable et durablement assurable. Voilà, merci, je conclue avec ces mots-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout fonctionne. Bravo à vous déjà d'avoir tenu le coup jusqu'à cette heure avancée de la journée.
Nous allons passer en revue les données relatives à l'assurance aviation et spatiale. D'abord en nous intéressant aux fondamentaux de l'industrie, ce que nous appelons souvent le sous-jacent, mais c'est un sous-jacent qui nous dépasse largement. Ensuite, on regardera quels sont les enjeux de primes globales, un peu plus détaillés, mais pas trop, entre les différentes sous-spécialités relatives à l'assurance aviation, et puis les effets de plus long terme sur l'activité d'assurance en elle-même avec une perspective mondiale. Donc, d'abord pour l'activité industrielle, la construction aéronautique et l'activité de transport aérien, qui est essentiellement une activité de transport de passagers, sont tous les deux sur des trajectoires de croissance assez soutenues. On n'en est pas forcément toujours conscient par un prisme français ou européen, mais au niveau mondial, ce sont des marchés qui sont sur des trajectoires de croissance qui se prolongent encore pendant longtemps, des carnets de commandes de constructeurs qui sont suffisamment fournis pour remplir une dizaine d'années d'activité, un peu plus pour Airbus, un peu moins pour Boeing, mais tout ça s'équilibre au final, et la véritable limitation, c'est la capacité à livrer les appareils avec des problèmes d'approvisionnement parfois, de livraison de moteurs, de pièces essentielles, mais parfois une pièce tout à fait anodine, comme un élément pour fixer les sièges des passagers, peut être suffisant pour gripper complètement le calendrier de livraison. Côté construction également, mais compagnie aérienne, également la perspective de devoir accompagner et tenir les objectifs de décarbonation. Donc c'est un objectif à plus long terme, à 2050, mais qui ne se passera pas du jour au lendemain. Et donc pour les constructeurs, ça signifie la mise en commerce de nouveaux modèles d'avions, et c'est quelque chose qui va arriver assez vite dans les toutes prochaines années. Les bureaux d'études et les grands constructeurs sont assez discrets sur ce sujet, ne dévoilent pas leur jeu, mais tous travaillent d'arrache-pied pour produire des avions de nouveaux modèles qui permettront de faire des gains importants de consommation de l'ordre de 25%. Ramenés aux passagers. Pour ce qui est des compagnies aériennes, un record de passagers, donc la baisse d'activité, la chute d'activité pendant la période Covid a été complètement amortie. Les marchés européens eux-mêmes, qui sont plus lents dans leur croissance, sont revenus au niveau pré-Covid. Et quant aux marchés asiatiques, Moyen-Orient, ils ont repris leur rythme de croissance soutenu. Pour ce qui est des revenus et des profits, c'est une période assez inédite pour les opérateurs de transport aéronautique, les compagnies aériennes, puisque c'est une activité qui est traditionnellement assez ingrate du point de vue de la rentabilité, mais les dernières années, depuis la période Covid, ont permis aux compagnies aériennes de dégager des marges qui sont inhabituelles par rapport à la trajectoire historique. Je ne vais pas m'étendre sur les sinistres, nous en verrons les effets sur les trajectoires des différentes branches, mais il façonne clairement le paysage, le niveau de capacité disponible et les niveaux également de revenus du marché. Plus rapidement, pour ce qui est de l'aviation générale, alors c'est un marché qui est énorme en termes d'assurance. En fait, c'est un marché qui est plus gros au niveau mondial que celui des transporteurs aériens, des compagnies aériennes et des constructeurs réunis. C'est un marché qui est essentiellement aux États-Unis. 60% de l'activité mondiale en aviation générale est aux États-Unis. 40% hors des États-Unis, dont une vingtaine de pourcents en Europe. C'est un marché qui est également en croissance, qui est moins populaire en Europe pour des questions environnementales, mais qui pour autant ne s'effondre pas et qui a toujours son utilité. Donc il a des perspectives de croissance qui lui aussi sont assez soutenues. On n'est pas du tout dans la déflation sur l'aviation générale. Pour ce qui est du spatial,
L'activité au niveau du marché français, mais également au niveau général, a été, en comparaison 2024 à 2025, très forte. Maintenant, 2024 était une année très singulière, avec une activité très faible, des niveaux de tarification qui étaient encore très faibles, et une sinistralité très importante qui a amené le marché à se recomposer depuis cette époque. Et puis le marché spatial qui a comme caractéristique de ne pas être soumis à une assurance obligatoire. De nombreux opérateurs décident de ne pas s'assurer. Donc l'assiette d'activité des assureurs se retrouve limitée aux opérateurs qui décident de s'assurer. Le marché est en profonde recomposition, également au niveau industriel, avec, comme vous le savez tous, l'effet Starlink qui bouleverse complètement le paysage et les autres constellations qui doivent suivre. Et tout cela réduit fortement l'empreinte des satellites géostationnaires qui ont été pendant des décennies le bread and butter de l'assurance et de l'industrie spatiale. Globalement, nous parlons d'un marché de l'ordre de 9 milliards de dollars de revenus, et j'en profite pour remercier Ludovic et Edouard, Ludovic d'AXA et Edouard, collègue de la Réunion aérienne, d'avoir fourni des éléments chiffrés. Nous avons un marché de l'ordre de 9 milliards qui se répartit, comme vous le voyez, avec une quasi-moitié sur l'aviation générale, comme je vous l'ai expliqué, et puis cette année, contrairement aux années précédentes, nous faisons apparaître la contribution des risques de guerre qui est devenue très significative depuis très peu de temps. Ce n'est pas un effet de crise d'Ormuz, ça remonte à un petit peu plus loin. Il y a eu, comme vous l'avez sans doute entendu, de gros sinistres sur les risques de guerre liés à la saisie des appareils qui étaient en leasing en Russie. Et cela a occasionné des sinistres très importants pour le marché risque de guerre et une appétence, partant de là, des assurés traditionnels de ce marché pour des couvertures risque de guerre. Je passe assez vite sur les statistiques de l'enquête Assurance Transport. Comme l'a dit Mathieu, il y a des effets de géométrie, de couverture et de distribution de portefeuille sur le marché qui rendent l'interprétation assez délicate, et d'ailleurs parfois c'est même contre-intuitif puisqu'on va à l'encontre des tendances de marché telles que nous les avons observées lorsque nous sommes des acteurs globaux. Rapidement sur la spécialité Airlines, vous avez l'illustration de la volatilité de ce segment avec un indice d'exposition qui est une métrique pour suivre l'augmentation d'activité qui, comme vous le voyez, a bien repris depuis 2019 et le creux de 2020 et qui continue à croître. Et pour ce qui est des aliments de primes et de sinistres, des fluctuations sur les sinistres assez importantes et ces derniers temps, un calendrier sinistre sur lequel je ne vais pas m'étendre sur le détail qui a un impact sensible sur la rentabilité de cette branche. Aérospace, le plus dur était avec la crise de livraison du B737 MAX. C'est un marché qui s'est ressaisi depuis sur le plan tarifaire et qui reste relativement stable, bien qu'en croissance à nouveau en croissance sur les livraisons. Aviation générale, un marché qui retrouve ses fondamentaux sur les volumes d'activité et qui a connu lui aussi des périodes de sinistralité qui l'ont amené à réagir.
Et pour finir, l'assurance spatiale qui a connu une augmentation très importante de son volume d'activité en 2025 par rapport à 2024, sur lequel il n'est pas vraiment judicieux de faire un historique sur une période de 10 ans, puisque le paysage que nous connaissons aujourd'hui est totalement transformé par rapport à celui des années même jusqu'à 2020. Donc, observons comment ce marché va se stabiliser à l'avenir et comment l'absorption des nouveaux profils de risque liés aux constellations va avoir un impact et sur les revenus et sur les sinistres. Il n'y a plus de temps, c'est plus possible. Bon. Mais merci beaucoup à tous les deux. On va parler courtage maintenant. Peut-être un mot. Je rajoute un mot. Si je vous demande votre avis sur la fin 2026, alors là vraiment en 3 lettres, vous êtes optimiste, moyen optimiste sur vos activités? Optimiste sur la demande, maintenant attentif, forcément toujours attentif et prudent sur la manière dont ça va se traduire dans nos activités d'assurance, qui sont une dérivée de la demande industrielle. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs dont nous maîtrisons très peu. Mathieu. Alors aujourd'hui optimiste parce qu'il y a un accord qui est en train d'être signé, qui est signé, et que une des plus grosses expositions que les assureurs n'ont jamais eues est en train de se réduire avec la sortie de tous ces navires du Golfe arabo-persique. Donc optimiste aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler courtage quelques instants, si vous voulez bien, et je vais demander à Mathieu Bérurier et Pierre Delplanque de bien vouloir me rejoindre. Si vous prenez tous les deux un micro. Alors, Mathieu Bérurier. Mathieu, vous étiez jusqu'à très récemment chez Sautier-Berlingue, jusqu'à très récemment président de Planète CSCA UCAMAT. Vous n'êtes pas désœuvré, puisque vous avez pris récemment des fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce et vous venez d'être nommé arbitre à la Chambre arbitrale maritime de Paris. Donc si vous avez un petit litige, vous pouvez continuer, vous tourner vers Mathieu. Et Pierre Delplanque, vous êtes directeur transport chez CSI Saint-Honoré, comme tout le monde le sait. Dieu CSI. Pardon, Dieu CSI, comme je le sais même. Je vous laisse peut-être 2 minutes nous expliquer pourquoi vous êtes montés tous les deux sur scène. Bon, très bien, merci beaucoup Cécile. Si je comprends bien, nous avons 42 secondes, pour terminer cette séquence largement développée par nos amis assureurs, mais nous avons l'habitude. J'avais promis de ne pas trop parler aujourd'hui, c'est déjà la 3e fois. Je vous promets, c'est la dernière fois. Accordez-moi juste le cocktail de ce soir, parce que ça me fait très plaisir. Et ensuite, je promets, c'est la dernière fois, je m'éclipse de ce marché. J'ai effectivement transmis la barre des Sautier-Berlingue il y a presque un an, un petit peu plus d'1 an, même à Claire Jauneau, et je m'en félicite tous les jours. J'ai fait valoir mes droits à la retraite, suivant l'expression consacrée il y a 2 mois maintenant. Pas très simple, pas facile, hein. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Plus de RTT, plus de télétravail, plus de mails, plus de coups de téléphone. Ou alors quand ça sonne, c'est pour vous parler de votre compteur Linky. Faites-nous pleurer, Mathieu, faites-nous pleurer. Pardon ? Faites-nous pleurer avec la disparition de tout ça. Oui, donc pour vous parler de votre compteur Linky ou éventuellement de vos réductions de factures de gaz. Pourtant, je ne comprends pas, je suis au fioul, moi, mais bon... Et donc, après avoir passé ces relais, c'est le moment ce soir de passer un relais qui m'importe beaucoup, celui de l'UCAMAT. Et j'avoue que le suspense quant au nom de mon successeur est un petit peu cassé ce soir avec la présence de mon ami et collègue Pierre Delplanque. Je voulais quand même vous dire quelques mots de l'UCAMAT avant de laisser la parole à Pierre, bien évidemment. Quelques mots de l'UCAMAT pour dire que le Collège maritime et transport de Planète CSCA, qui est la fédération des courtiers d'assurance française, le Collège maritime et transport a été, à la dernière assemblée générale du 5 juin, a été dissous. Les statuts ont évolué pour créer une commission technique maritime, aviation, transport au sein de Planète CSCA, comme il existe une commission technique pour l'assurance crédit, pour l'assurance construction, comme d'autres secteurs d'activité. Donc le nom de l'UCAMAT va rester, mais le format va bouger un tout petit peu avec une commission donc technique, marine, aviation,
transport. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Pierre vous en parlera tout à l'heure un petit peu plus longuement. Si je devais, à l'instar de ce qu'a fait mon ami Mathieu, faire un bilan de ce 3e mandat pour moi, que je ne terminerai pas, mais donc ces quelques années du CAMAT derrière moi, les 2 choses qui m'ont marqué, c'est Parimat qui a été largement initié par les courtiers il y a une dizaine d'années, Parimat qui est aujourd'hui le nom de cette manifestation qui s'appelait avant l'assurance, le rendez-vous de l'assurance transport. Parimat, je le redis juste en 2 mots parce que ça m'importe beaucoup, c'est le rassemblement sur une scène de jeu internationale des talents français, de la compétence française, qu'elle soit compétence assureur, compétence courtier, compétence expert, compétence avocat. Et je pense qu'il est très, très important dans ce monde, par définition, qui est un monde international, de garder un petit moment de réflexion entre nous et de nous serrer les coudes pour continuer à produire un petit peu de franco-français dans cette scène internationale. Le deuxième élément que je souhaitais soulever ici, il a été rappelé ou peut-être informé ce matin par Éric Banel. Je termine après, c'est promis. Elle fait très peur, Cécile, quand elle se rapproche. Et donc, ce matin, effectivement, Éric Banel a dit quelque chose d'extrêmement satisfaisant parce que ça correspond à notre action, à nous courtiers et à nous tous depuis des années. Il a dit que les autorités publiques commençaient à s'intéresser de très près à l'économie, au secteur de l'assurance, au domaine des risques, au domaine des assurances. Et le parent pauvre que nous avons toujours été un petit peu dans le monde des assurances, qui n'est pas toujours un monde très apprécié, on sent que les pouvoirs publics commencent à s'y intéresser, commencent à avoir besoin de nous. Ça, c'est très enrichissant. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne route, qu'elle soit maritime, terrestre ou aérienne. Et on se revoit très bientôt pour le cocktail. Voilà. Bonne soirée à tous. Pierre, je te laisse la parole. Pierre, un mot. Merci Mathieu, merci de me passer ce témoin. Donc vous l'avez compris, c'est un changement dans la continuité. Le changement, c'est la modification des statuts, mais la continuité, c'est celle de rassembler au sein d'une assemblée commune des confrères qui partagent le même quotidien, qui font le même métier, à la fois en assurance maritime, en assurance marchandises transportées et en aviation. Donc je ne serai pas tout seul pour assumer cette fonction. J'aurai 2 adjoints, donc Claire Jauneau que tu viens de citer, du cabinet Sautier-Verlingue, mais également Christian Barnabé de Filiala Maritime, et puis on aura également au sein de cette commission technique des représentants de tous les métiers. Donc on va élargir le cercle pour rassembler tous les techniciens et on aura donc des spécialistes du transport terrestre. On aura évidemment des spécialistes de l'aviation avec Assina Bekti de chez Willis et Rosa Seabra d'Avia Broking. Et l'ambition, c'est de continuer à être l'interlocuteur du COMAT pour faire avancer les sujets techniques. On a également un certain nombre de sujets qu'on essaie de faire progresser avec le Sésame et avec Pascal. Donc voilà la feuille de route pour les prochaines années. Et donc on vous encourage, vous courtiers, vous avez vu les chiffres tout à l'heure en fait. Le courtage en France, dans ces segments d'activité, c'est largement plus d'1 milliard d'euros de primes qui passent à travers nos mains. Plus d'1 milliard en maritime et transport et quelques centaines de millions en assurance aviation spatiale. Et puis, on a vu également qu'il y avait du potentiel parce qu'il y a des courtiers étrangers qui placent en France. Donc on peut peut-être aller chercher ces parts de marché à l'étranger et faire rayonner la place française, qui est à la fois une place d'assureur, mais également de courtier. Alors voilà, donc je vous encourage à nous rejoindre au sein de cette commission pour faire avancer ces sujets techniques. Merci beaucoup à tous les deux. On va enchaîner avec un petit moment sur Optiflux. Alors pour ça, je vais demander à Pascal Dubois de bien vouloir me rejoindre. Donc on va parler du système Optiflux avec Pascal. Et je vais présenter tout de suite peut-être Rosanne Codello, chez Marine Claims Manager chez AXA XL, et Tiffaine Paquin, Head of Marine Claims, France et South Africa Region chez Allianz. Je vous laisse tous les 3. Est-ce que vous avez bien un micro? Absolument, ça marche.
C'est très très bien. Écoutez, mesdames et messieurs, pour finir une première journée, c'est un petit peu rugueux que de parler d'OptiFlux, mais pourquoi pas, parce qu'on va essayer de vous le rendre, ce sujet, attractif. C'est bien l'idée. Alors je suis ravi d'avoir avec moi à mes côtés 2 praticiens ou praticiennes du domaine de l'indemnisation marine. Et vous rappelez ce que c'est qu'OptiFlux rapidement, c'est un échange, c'est un système d'échange de flux techniques avec la retranscription comptable. Et je vous rappelle que c'est un système qui a été élaboré par des gens du marché pour le marché et donc par le marché. C'est souvent oublié, mais ce que l'on voit depuis quelque temps, c'est que globalement la tendance des lignes OptiFlux qui passent par cette EDI est en baisse. Et évidemment au Sésame, nous le voyons puisque c'est une partie du financement du Sésame. Cette baisse lente et régulière s'explique probablement par une transition en termes de générations qui ont utilisé ce système et qui n'ont pas forcément, en termes de transition, délivré les messages de la manière la plus fluide possible. En tout cas, il y a une perte de substance qui a été constatée. Nous avons aussi constaté des interprétations différentes entre les différents acteurs, ce qui est un peu gênant quand vous parlez d'un système qui est là pour gérer la coassurance, donc il faut qu'il y ait une cohérence. Et puis, nous avons réalisé qu'il y avait une volonté commune entre les principaux acteurs utilisant le système pour réécrire, reparler de ce système et faire en sorte qu'il y ait un modus operandi, une manière de percevoir les choses qui soit à peu près identique. Donc 2 groupes de travail ont été mis en place, un sur l'amélioration des process de manière générale, qui est dirigé par Stéphane Da Silva du Sésame et aussi Franck Foutel d'Helvetia, et puis une charte, une rédaction de charte d'utilisation du système OptiFlux qu'a dirigé Tiffaine, qui est avec moi, que j'ai co-dirigé et dont Tiffaine, avec l'équipe AXA, a largement contribué. Alors, comme je le disais, je vais essayer de rendre cette séquence la plus vivante possible. D'abord, je remercie Tiffaine et Rosanne fin de journée, d'avoir contribué aussi régulièrement et d'avoir tenu les engagements, en fait. Tiffaine, en fait, sur la méthode employée, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment est-ce que nous avons travaillé? Alors, tout a commencé en avril 2025 par un mail de sollicitation du Sésame adressé aux membres adhérents OptiFlux, reprenant les constats que Pascal vient de vous donner. Nous avons commencé par une réunion de lancement en juin dernier, quasiment jour pour jour, au cours de laquelle nous avons arrêté 5 objectifs, dont la rédaction de cette charte, avec le but qu'elle soit finalisée pour Parimat 2026. Nous avons opté pour une gouvernance participative auquel tous les membres adhérents OptiFlux ont participé. Je vais les citer. Alors, par ordre alphabétique, pour les compagnies membres, Alliance, AXA-XL, Generali et Helvetia. Pour les courtiers membres, Diot-Siassi, Fiella, l'Air Maritime et Oden. Pour les agents souscripteurs, membres du SAMF, ils étaient représentés par leur président Antoine Lucio. Le premier groupe de travail pour la commission charte a débuté en décembre. S'en est suivi 5 autres réunions et nous avons, comme convenu, fini en mai. Toutes les fonctions ont joué le jeu, et je les en remercie. Donc, ont été représentées lors de toutes les réunions, la souscription, la production, les opérations, l'indemnisation, les représentants des services informatiques et bien entendu le Sésame. Merci Tiffaine. Rosanne, comment qualifierais cette charte et notamment comment a-t-elle été rédigée? Alors tout d'abord, la charte d'utilisation d'OptiFlux n'est pas un document coercitif, c'est plutôt un recueil de bonnes pratiques, un guide d'utilisation. La rédaction de la charte s'est déroulée de manière très collaborative. Nous avons commencé par une collecte des besoins et des questions fréquentes. Ensuite, nous avons défini les termes clés et ensuite nous avons identifié les différents cas d'usage. Chaque élément a été débattu de manière libre et ouverte, puis validé en session de travail. La charte a été ajustée tout au long de sa rédaction en fonction des retours des différents participants et des familles métiers. Nous avions tous à cœur de rédiger un document structuré, clair et compréhensible par tous.
Sa mise en application est prévue sans obligation absolue ni sanction. La charte d'utilisation d'Optiflux est le reflet d'une volonté commune entre tous les participants de partager les bonnes pratiques, de vulgariser et surtout de rendre accessible à tous la compréhension de l'utilisation du système Optiflux et de ses avantages. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction de la charte pour leur implication et leur engagement et des remerciements particuliers à Tiffaine et Pascal d'avoir dirigé tous les travaux. Je peux juste ajouter pour expliquer d'où on partait, et ce qui nous a pris le plus de temps dans la rédaction de la charte, c'est le glossaire. Pour être sûr que tout le monde se comprenait, en fait, c'était ce qui était le plus compliqué à la base et ce qui nous a beaucoup occupé. Merci beaucoup toutes les deux. Alors Tiffaine et Rosanne, en tant que responsable CLEM, il me semblait essentiel qu'il y ait des opérationnels qui sont les mains dans le système en fait du matin au soir, et que vous puissiez nous dire exactement quels sont les avantages que vous voyez à l'utilisation de ce système, parce qu'on en entend parler depuis 20 ans. Et on a tout entendu, en commençant par superflu, optiflux, maxiflux, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, mais je vous rappelle quand même que quand on parle d'EDI et de transmission cryptée et standardisée de flux, on parle bien de coûts internes de gestion et donc à la fin des fins d'un ratio combiné qui s'améliore et donc une profitabilité des opérations qui s'améliore. À un moment où Mathieu rappelait que le marché devient soft, ça devient encore plus prégnant. Donc l'idée ici, et c'est le cœur du sujet, c'est que Rosanne et Tiffaine nous disent en tant que praticiennes dans le cas présent de l'indemnisation, quels sont les avantages qu'elles voient à l'utilisation au quotidien de ce système. Tiffaine ? Alors moi j'ai choisi de vous parler des facilités que nous procure le système Optiflux dans la remontée des sinistres gérés par les courtiers délégataires. Tout d'abord, pour résumer et simplifier, Optiflux permet d'échanger des bordereaux électroniques. C'est-à-dire que toutes les données relatives au sinistre vont être envoyées électroniquement directement des courtiers vers les coassureurs et vont venir alimenter nos systèmes internes. Donc les points forts, c'est une mise à jour en temps réel de nos outils et non pas seulement une fois par mois comme on l'a avec un EDI ou des bordereaux classiques. On a également une amélioration de la remontée des informations, donc une meilleure data quality, et on sait que c'est très important chez tout le monde de nos jours. C'est la fin de la saisie manuelle, donc une augmentation de la fiabilité, de la rapidité, et vous réduisez les erreurs de saisie. En ce qui concerne les règlements, Optiflux permet d'accélérer les paiements parce qu'il gère la collecte de la part des coassureurs Optiflux et le partage des dispatchs entre les différents assureurs. Le Sésame renforce également la sécurité des paiements par un double contrôle, c'est-à-dire qu'on va avoir une vérification de la cohérence des RIB qui sont dans la base de données Sésame et la vérification du bénéficiaire du règlement via l'outil WordCheck. Donc vous comprendrez que l'utilisation d'Optiflux, comme le disait Pascal, permet de réduire les coûts et les ressources internes, d'autant plus que la saisie manuelle est peu attractive et il est difficile de recruter pour ce type de poste. Pour finir, Optiflux n'est pas réservé qu'aux sinistres, mais il permet également de gérer les primes. Rosanne, est-ce que tu peux poursuivre, notamment je crois avec un focus sur la gestion du marché étranger ? Tout à fait. Alors, l'assurance maritime est en perpétuelle évolution et pour répondre aux besoins de nos assurés. Et les acteurs du marché français doivent donc s'adapter et adapter leurs pratiques et leurs process pour rester attractifs et compétitifs. Donc, je vais prendre un exemple en essayant de ne pas vous perdre. Donc, les assureurs français participent en coassurance à des placements qui sont appérités par des assureurs étrangers. L'assureur étranger procède en toute logique à la gestion du sinistre de manière technique et les assureurs du marché français ont une gestion globalement administrative des éléments du sinistre. La pratique est répandue sur la branche corps et moteur depuis de nombreuses années et tend à apparaître sur le volet cargo, notamment au niveau des commodities. Pour les acteurs du marché français, l'utilisation d'Optiflux dans ce cas est possible et représente un réel avantage. En effet, via la création d'une clé Optiflux,
L'assureur français du placement, qui a la plus grosse part du marché français utilisateur d'Optiflux, réalise la gestion du sinistre de manière administrative, conformément aux obligations réglementaires qui nous sont imposées, en termes de contrôle de sanctions, lutte contre le blanchiment, le terrorisme, la fraude, règlement des primes, vérification des levées d'hypothèques quand on assure des navires. Et tout ça réalisé par celui qui a la plus grosse part du marché français au bénéfice de tous les autres assureurs. Comme l'expliquait Tiffaine, cette pratique communément appelée follow clause permet de mettre à jour de manière quasi instantanée les données financières des sinistres, une qualité des données fiable et enrichie, et une réduction des coûts de gestion, et donc un gain en termes d'efficience et de profitabilité. Cela représente également un avantage pour les courtiers, placeurs, pour la collecte des fonds, puisque le déclenchement du paiement du sinistre ou des frais par l'assureur qui a la plus grosse part déclenche également le paiement de manière instantanée de tous les co-assureurs utilisateurs d'Optiflux. Donc ça représente également un gain dans la gestion du sinistre en termes de communication d'informations pour le courtier et un gain de temps dans la collecte financière. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais juste conclure. Depuis ce matin, et ce rendez-vous en est l'illustration, on parle d'un marché français et d'une attractivité de la place française. Ça serait bien quand même le comble qu'un marché comme le marché français ne puisse pas s'organiser autour d'un outil tel que cet outil Optiflux, ce qui n'est évidemment pas encore complètement le cas. L'objet même de ces travaux, c'est d'in fine faire adhérer un maximum d'acteurs, courtiers et compagnies à ce système. Nous sommes sur un marché de coassurance, il nous faut donc gérer l'ensemble des flux le plus possible avec un maximum d'acteurs. Les bénéfices de ces travaux aujourd'hui, ça a été de relancer des discussions dans un cadre ad hoc, sous l'égide du Sésame, entre courtiers, agents et compagnies. Et on voit que ça fonctionne extrêmement bien. C'est un petit peu ce que disait Pierre tout à l'heure quand il parlait des discussions qu'il y avait avec le Sésame. Tout ça participe de la réflexion de comment faire plus et mieux avec l'ensemble des outils et des organismes de marché, du marché français. Et je pense qu'on voit bien que tout ça est en train d'évoluer et qu'on est à la croisée des chemins. Tous les acteurs sont conscients qu'il faut qu'on fasse mieux et plus, mais qu'on a tous les outils à notre disposition. Ça ne dépend plus que de nous. Donc, c'est tout à fait jouable. Merci beaucoup et donc, bonne soirée.